Comment est-ce que cette condamnation a-t-elle été accueillie aux États-Unis? D'abord, avec la rapidité avec laquelle le jury a délibéré, ça a surpris tout le monde. 4 heures le premier jour de la délibération, à peine 6 heures de plus le lendemain. Au total, les 12 jurés que la défense et le procureur avaient mis des semaines à sélectionner ont délibéré moins de 10 heures, ce qui indiquait l'unanimité dans la décision et ce qui voulait clairement dire une condamnation de Chauvin. On vient de le dire, le doute était surtout sur ce que les jurés allaient retenir contre lui. Et c'est là où c'est historique. Et la rue américaine était vraiment prête à l'explosion. La tension était palpable avant l'annonce du verdict et pas seulement à Minneapolis. Le fait que Chauvin ait été déclaré coupable sur les 3 chefs d'accusation de meurtre au second, au 2e degré et d'homicide involontaire. Les cris de soulagement se sont fait entendre, de joie, mais tout de même avec de la modération. Nous n'avons pas assisté à des scènes de liesse dans les rues. Les réactions sont restées très dignes. Côté politique, le président Biden et la vice-présidente se sont exprimés sur cette décision historique. Joe Biden a parlé de pas de géant vers la justice raciale. Pendant 11 minutes, ils se sont succédés au pupitre très officiel depuis la Maison-Blanche. Je vous rappelle quand même que le choix de Kamala Harris, la première noire américaine vice-présidente, a clairement pesé dans la décision de Joe Biden au moment de la composition de son ticket pour la présidence, quelques mois après les émeutes qui avaient suivi la mort de George Floyd. Donc c'est aussi une victoire pour Joe Biden de manière indirecte, même s'il n'y a pas de corrélation entre le judiciaire et l'exécutif. Mais c'est important de noter que c'est rare qu'une décision de justice soit commentée aussi officiellement et aussi rapidement par des politiques. Barack Obama a également tweeté, c'est clairement l'Amérique démocrate qui s'est satisfaite de cette décision. À noter que dans les rangs des conservateurs modérés, comme chez la fille de John McCain par exemple, Meghan McCain, qui a des ambitions politiques, il y a de la satisfaction que justice ait enfin été rendue, mais il reste tout de même une réserve chez les républicains qui savent que leur électorat est massivement davantage du côté des forces de l'ordre que du mouvement Black Lives Matter. David Benahim, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Derek Chauvin, il est déjà en prison? Oui, Jim, immédiatement après le verdict, les officiers du tribunal ont mis les menottes à Derek Chauvin, qui était en liberté sous caution. Il a perdu le droit qui lui avait été concédé de comparaître libre pour son procès. Maintenant, le juge a annoncé qu'il promulguerait la sentence le temps qu'il doit passer en prison dans 8 semaines. Il peut faire appel, mais les chances que son procès en appel lui soit favorable sont extrêmement faibles. La statistique aux États-Unis montre que 90% des procès en appel sont refusés par les juges, donc il est plus que probable que la condamnation des 3 chefs d'accusation contre ce policier soit appliquée. Le procureur a recommandé 12 ans et demi de prison par chef d'accusation, donc il pourrait faire plus de 30 ans derrière les barreaux. Et les peines sont cumulables dans l'État du Minnesota, comme dans la plupart des États américains. Les avocats de la défense vont maintenant rentrer dans les détails du procès pour tenter de faire déclarer une faute de justice, chercher l'impartialité des jurés. Ce sont des méthodes fréquentes requises par les équipes de défense, mais qui n'aboutissent que très rarement. David Benahim, en termes de changement structurel, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a une vraie réforme en marche? Honnêtement, c'est difficile de parler de changement structurel. La justice a enfin été servie, mais il s'agit de Minneapolis qui a beaucoup souffert depuis l'affaire Floyd. Donc le pays était en émoi. Tout le monde a en tête les manifestations parfois violentes de ras-le-bol d'injustice raciale, mais ce n'est pas nouveau. Et des procès comme cela, il y en aura encore beaucoup. Et tous n'auront pas des évidences, des preuves avec une vidéo de 9 minutes pour convaincre à l'unanimité un jury et l'opinion mondiale pour influer sur une décision de justice. Parce que personne ne peut vraiment parler d'isolement des jurés. Il est impossible qu'ils soient intervenus dans ce procès sans avoir entendu parler de la mort de George Floyd. Donc on peut parler d'une jurisprudence parce que c'est une première et que la force employée par les policiers, les bavures, les excès, la mort des Noirs non armés par les forces de police seront peut-être regardés différemment par les procureurs qui travaillent en permanence aux côtés des forces de police, mais ils se connaissent. Ils ont besoin d'eux comme témoins constamment. Ils se lient des amitiés entre les gens qui travaillent en justice et les policiers. Ce n'est pas toujours automatique que ce genre de procès puisse se tenir. Alors, on pourra parler de changements structurels quand ce genre d'affaires de condamnation ne seront plus l'exception et que l'Amérique ne retiendra plus son souffle à chaque fois qu'un verdict tombe, de peur que la sentence ne soit pas assez forte et que les rues s'enflamment. David Benahim, peut-être un petit mot pour terminer ce débat?
Oui, parce que d'abord, c'est important de savoir que c'est pas une affaire nouvelle. Eric Garner, en 2014, à Staten Island, avait également été filmé pour avoir vendu des cigarettes à la sauvette. Il avait été également étranglé. Il disait également I can't breathe, je ne peux pas respirer. Et le policier n'avait pas été jugé. Donc, on était dans une situation où il avait été mis en dehors de ses fonctions. Et là, il y a une vraie différence. Là où c'est historique, c'est que les policiers sont enfin jugés. Et après, le jugement porte en effet pour valeur. Et on parlait de jurisprudence avant, on verra, parce qu'après, ça dépend en fonction des États. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la semaine dernière, il y a encore eu un jeune homme noir de 20 ans qui a été tué parce qu'une policière a confondu son taser avec son arme de service, qu'il y a un adolescent de 13 ans qui a été tué dans une allée à Chicago. Ces bavures policières continuent et elles ne sont pas forcément en provenance d'hommes blancs, de policiers blancs, mais de policiers en général. Donc c'est bien la violence policière qui est en procès plus que l'homme blanc face à l'homme noir qui est désarmé. Merci beaucoup David Medaïm, merci Serge Jomain. On vous retrouve tous les deux jeudi prochain, jeudi 29 avril, pour une émission spéciale consacrée aux 100 jours de Biden, à suivre en direct évidemment sur LN24 de 20 à 23h.